Dans cet épisode de Cruauté en face, nous allons plonger dans une affaire où l'amour s'est transformé en poison et le désir en arme. Un père de famille sans histoire, une épouse au sourire trompeur, un amant jeune, influençable, et une trahison orchestrée avec une précision glaçante. Avant de commencer, une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne secondaire Cruauté en face story. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, à vous abonner et à commenter. J'y publie 1 à 2 vidéos par semaine, alors ne ratez rien. On pense souvent que les monstres ont des visages froids, hostiles, qu'on peut les sentir venir de loin. Mais parfois, ils dorment dans votre lit, ils embrassent vos enfants et ils attendent patiemment le moment de frapper. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous prouver que la trahison peut naître dans le silence et s'achever dans une tombe fraîchement creusée. Je suis Genéza et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des trahisons conjugales les plus abjectes de ces dernières années. Préparez-vous, car certains cœurs ne battent que pour manipuler. Mes chers abonnés, il y a des histoires qui, dès les premières lignes, sentent le drame à plein nez, et celle que je vais vous raconter aujourd'hui en fait partie. Morgan Mary Wixon. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous la connaissez sûrement sous une autre identité. Morgan Mengel. Elle a vu le jour un 25 septembre 1975 en Pennsylvanie. Peu de choses ont filtré sur son enfance, et ce n'est pas un hasard. Ce silence en dit parfois plus long que des centaines de pages. Ce que l'on sait, c'est qu'elle était la fille de Jan et Betty Ann Wixon, un couple respectable en apparence. Mais derrière les rideaux bien tirés, il y avait du tumulte. Dès l'adolescence, Morgan a montré les dents. Une rébellion tenace, incontrôlable, incompréhensible pour ses parents qui pourtant gardaient foi. Ils priaient, espéraient que leur fille finirait par redresser la barre. Et vous savez quoi ? Pendant un court instant, ils y ont cru. En 1997, Morgan a rencontré Kevin Eugene Mengel Jr., un garçon à peine plus jeune qu'elle. Et là, l'alchimie, instantanée, explosive, le genre de connexion qui vous fait croire que l'amour peut guérir n'importe quelle faille. Kevin, lui, était né le 2 juillet 1976 à Springfield, dans le comté de Bradford, l'aîné de 3 enfants, fils de Kevin Mengel, que j'appellerai ici Kevin père, et de Kathleen. Une famille unie, soudée, prospère. Le genre qu'on imagine poser fièrement pour des photos de Noël. Mais, car il y a toujours un « mais », les apparences ont commencé à se fissurer. Lorsque Kevin a obtenu son diplôme du lycée en 1995, ses parents étaient déjà divorcés. Pas de scandale, pas de cris, juste un effondrement silencieux. Kathleen s'est remariée avec un certain Dr. Richard Barton, dont elle a pris le nom. Le couple a déménagé à Westchester, dans le comté de Chester. De son côté, Kevin père s'est installé à Downingtown avec sa nouvelle épouse, une stabilité retrouvée, jusqu'à ce que la mort vienne frapper à sa porte. Il est devenu veuf, et au milieu de tout ça, Kevin, un jeune homme pour qui la famille comptait plus que tout. Alors forcément, voir son univers se disloquer l'a profondément marqué. Avec le temps, la relation entre Kevin et son père s'est détériorée, jusqu'à devenir glaciale. Ils ne se sont pas parlé pendant des années de silence, de regards fuyants, de non-dits qui pesaient lourd, mais malgré ses blessures familiales, Kevin a grandi avec une force intérieure peu commune, ambitieux,
travailleur, déterminé, un de ces hommes qui rêvent d'un foyer chaleureux, pas d'un conte de fées, non, mais d'un vrai cocon. Et quand il a croisé le regard de Morgane, il a cru que c'était elle, la bonne, celle qui allait tout réparer, celle avec qui il construirait cette famille qu'il avait toujours désirée. Au début, tout semblait parfait. Les amis de Kevin l'adoraient. Morgane était douce, attentive, presque trop idéale pour être vraie. Les deux tourtereaux étaient inséparables, le genre de couple qui vous fait lever les yeux au ciel tellement il transpire l'amour, sauf que, très vite, les masques ont commencé à glisser. Morgane a révélé une autre facette d'elle-même, moins charmante, moins honnête, disons, nettement plus calculatrice. La première alerte ? Elle a surgi 1 an après le début de leur relation lors d'un dîner chez les Mengele. Elle est arrivée rayonnante, mais un détail a aussitôt attiré l'attention. Son ventre semblait inhabituellement rond. Gêné, mais intrigué, certains invités ont fini par poser la question « Tu es enceinte ?» Et elle a nié, d'un ton catégorique. « Non, je suis juste un peu ballonnée. » Mais le lendemain, oui, littéralement le lendemain, elle a accouché d'une petite fille prénommée Mercedes. Stupeur totale. Quand la famille est venue la voir à l'hôpital, Morgane a persisté. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle a même osé dire que son médecin lui avait confirmé l'inverse. Et ce qui a dérouté le plus, c'est qu'elle ne montrait aucune joie, pas une larme, pas un sourire de maman bouleversée. Mais Kevin, lui, nageait dans le bonheur. Il était papa, enfin, et ça lui suffisait. Aveuglé par son amour et porté par l'euphorie, il a demandé Morgane en mariage. Ils se sont dit oui. Et dans la foulée, il a lancé sa propre entreprise de jardinage et d'aménagement paysager. Il a tout fait pour construire quelque chose de solide, à l'image de ce foyer qu'il voulait créer. Morgane l'aidait, en apparence, et la famille s'est agrandie avec 2 nouveaux enfants, Kevin et Billy. À tel point que Kevin a baptisé son entreprise du nom de ses enfants. MKB Landscaping, installé à West Goshen, en Pennsylvanie. Vue de l'extérieur. Une vie de rêve, une famille modèle, le cliché parfait. Mais derrière cette jolie vitrine, les fissures se multipliaient et elles étaient béantes. Des rumeurs ont commencé à circuler, des bribes de confidences, des regards évités. Certaines sources affirmaient que Morgane couchait avec les amis de Kevin et que lui savait. Oui, il savait et il pardonnait, toujours. Pourquoi ? Parce qu'il refusait de reproduire le schéma de ses parents. Le divorce, il l'avait vécu, il l'avait subi et il ne voulait en aucun cas que ses enfants passent par là. Ses proches ont raconté que leur relation était devenue explosive, toxique, que Morgane, dans des accès de colère, lui balançait des horreurs. Elle lui aurait crié qu'elle le détestait, qu'il l'écœurait, et le lendemain, ils étaient à nouveau main dans la main, comme si rien ne s'était passé. Selon sa famille, Morgane aurait quitté le domicile conjugal au moins 3 fois en 2009 pour aller s'installer chez sa mère. Et Kevin, il n'a jamais tourné le dos à ses enfants, jamais. La même année, il a même renoué avec son père, après toutes ces années de silence. Et contre toute attente, leur lien est devenu plus fort qu'avant, malgré les tensions, malgré l'enfer conjugal. Kevin tenait. Il s'accrochait à ce rêve, celui d'offrir à ses enfants un foyer aimant. Mais ce rêve
allait bientôt se transformer en cauchemar, un retour en famille qui s'est transformé en une angoissante disparition. Printemps 2010. Sur le papier, tout semblait relativement normal. Le quotidien suivait son cours, l'entreprise de jardinage tournait, les enfants allaient bien. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un jeune homme de 21 ans a fait son entrée dans le décor, Stephen Chappell. Mais tout le monde l'appelait Steve, et c'est ainsi que je l'appellerai ici. Steve a rejoint l'équipe de MKB Landscaping comme simple employé, et très vite, il a conquis tout le monde. Sympa, bosseur, respectueux, Kevin lui a ouvert les bras, et surtout, il lui a ouvert son cœur. Confiance totale. Aveugle. Ce que Kevin ignorait, c'est que ce nouveau venu dans son univers allait être la clé de sa chute. Le 20 juin, c'était la fête des pères. Et cette année-là, l'événement avait une saveur particulière. Pour la première fois depuis 7 ans, Kevin allait passer cette journée avec son propre père. Toute la famille était réunie pour un pique-nique. Un moment simple, humain, attendu. Mais plus les heures passaient, plus l'inquiétude montait. Kevin n'était toujours pas là. Puis le téléphone de Kathleen a vibré. Un message de Morgan. Elle expliquait qu'à cause de circonstances spéciales, il ne viendrait pas. Aucune explication claire, juste ça. Et là, tout le monde a compris. Ce n'était pas normal. Kevin avait hâte de cette journée. Il en parlait depuis des semaines. Et maintenant, il disparaissait sans prévenir. Non, pas lui. Ceux qui le connaissaient savaient à quel point il tenait à sa famille. Et surtout, il connaissait Morgan. Trop bien. Les infidélités, tout le monde était au courant. Les mensonges sur les factures impayées, fréquents. Les délits, elle avait été arrêtée pour vol à l'étalage et avait même émis des chèques sans provision. Alors oui. Quand Kevin n'a pas répondu aux appels ni aux messages, la panique s'est installée. Petit à petit, les membres de la famille ont commencé à se poser des questions. « Tu l'as vu quand, toi ?»« Moi, ça fait plusieurs jours. » Et c'est là qu'ils ont compris. Ça ne datait pas de la veille. Kevin n'avait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Et pour une famille aussi soudée, c'était impensable. Kevin appelait sa mère tous les jours. Il n'aurait jamais coupé les ponts, sauf si quelque chose de grave s'était produit. Alors Kathleen a composé le numéro de la police. Elle a signalé la disparition de son fils. Le lundi suivant, les policiers sont allés frapper à la porte de l'appartement du couple. Et Morgan, parfaitement calme, à peine troublée, elle leur a dit que non, elle n'était pas du tout inquiète. Kevin l'avait contactée par texto pour lui dire qu'il allait bien, qu'il avait juste besoin de faire une pause. Selon elle, la pression de l'entreprise l'avait épuisé. Il avait besoin d'air. Alors il était parti, voilà tout. Et pour prouver ses dires, elle leur a montré des messages envoyés depuis le téléphone de Kevin. Les agents ont lu les textos, ont écouté la version de l'épouse et ont conclu à une absence volontaire. Pas de crime, pas d'enquête, juste un mari dépassé, en cavale émotionnelle. Sauf que personne n'a cru à cette histoire. Pas les Manguel, pas une seule seconde. Kevin n'aurait jamais laissé ses enfants derrière lui, encore moins sans un mot pour sa mère. Alors, ils ont insisté. Ils ont continué à l'appeler, à envoyer des textos, à espérer. Et là, surprise, ils ont reçu des messages du téléphone de Kevin, des mots froids, détachés. Il disait qu'il allait bien, qu'il voulait qu'on le laisse tranquille, que Morgan s'occuperait du business. Mais ce qui les a déroutés,
c'est que jamais il ne décrochait. Seulement des SMS, courts, glaciaux, étrangement rédigés, remplis d'abréviations, de fautes. Ce n'était pas son style. Ils ont commencé à comparer, à analyser. Et très vite, un sentiment glaçant s'est imposé. Quelqu'un d'autre écrivait à sa place. Alors, ils ont repris contact avec la police. Cette fois, les agents ont commencé à creuser et ce qu'ils ont découvert a changé la donne. Le 15 juin, Kevin aurait eu une dispute avec Morgan et selon les premières déclarations, il aurait fait ses valises et quitté la maison. Mais cette version allait s'effondrer bientôt. À peine une semaine après la disparition de Kevin, une rumeur a tout fait exploser. Morgan, 34 ans, rappelons-le, aurait un nouvel homme dans sa vie, et pas n'importe qui, pas un inconnu. Non, il s'agissait de Steve. Oui, le jeune de 21 ans qui travaillait dans l'entreprise familiale depuis quelques semaines à peine, 13 ans de moins qu'elle, à peine sorti de l'adolescence. La nouvelle a fait l'effet d'un électrochoc. Quand on l'a confrontée, Morgan a sorti une excuse à peine croyable. Elle a juré que Kevin adorait Steve, qu'il le considérait comme un petit frère, qu'il lui avait même demandé de rester auprès d'elle pour l'aider à s'occuper des enfants. Et cerise sur le gâteau, elle l'avait présenté aux enfants comme l'oncle Steve. Mais personne n'a cru à cette comédie. Morgan et Steve avaient été vus main dans la main, riant ensemble à la piscine du complexe, s'échangeant des regards complices. Et Steve conduisait même la camionnette de Morgan pour partir en balade avec les enfants à l'arrière. Les proches de Kevin, abasourdis. C'est à ce moment-là que la police a convoqué Steve. Il fallait l'interroger, officiellement. Sous pression, lors de l'interrogatoire, Steve a fini par craquer. Il a avoué, oui, il avait une liaison avec Morgan. Il a insisté sur un point. C'est elle qui avait tout initié. Elle l'aurait couvert de compliments jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux. Ils avaient eu leur premier rapport dans la camionnette et aussi dans l'atelier de l'entreprise. Oui, le lieu de travail de Kevin. Mais Steve a juré que Kevin n'était au courant de rien. Il n'aurait jamais découvert leur secret. Alors, le détective en face de lui l'a regardé droit dans les yeux et lui a lâché une phrase qui a résonné comme un avertissement funèbre. Si jamais il est arrivé quelque chose à Kevin, c'est toi qu'elle désignera. Et là, Steve s'est effondré. Il s'est mis à pleurer et il a refusé de répondre à la moindre autre question. Silence radio. Mais pendant que l'enquête prenait de l'ampleur, Morgan a joué un autre tour. Elle a envoyé un message à Kathleen. Elle lui demandait de garder les enfants pendant quelques jours. Et là, alerte rouge. Les Mengel ont tout de suite compris. Elle allait fuir. C'était évident. Ils ont décidé d'agir. Le 24 juin, Chris, le frère de Kevin, et quelques amis se sont postés en surveillance devant l'appartement. Dès l'aube, ils ont vu Steve sortir, un sac de voyage à la main. Peu après, Morgan est apparue à son tour, les bras chargés de valises, qu'elle a chargées dans la camionnette. Puis, ils sont partis. Et les enfants? Ils n'étaient pas avec eux. Chris n'a pas perdu une seconde. Il a alerté immédiatement les enquêteurs en charge de l'affaire, puis il s'est lancé à leur poursuite. Morgan et Steve ont roulé jusqu'à l'entreprise de jardinage, une destination inattendue. Et là, pur hasard ou signe du destin, un des détectives se trouvait justement sur place. Il fouillait les lieux dans l'espoir de tomber sur Kevin, ou au moins sur un indice.
Quand la camionnette s'est arrêtée, Morgan est descendue. À l'arrière du véhicule, une montagne de vêtements entassés. Elle a traversé le parking en vitesse, sans même accorder un regard au policier. Mais à peine celui-ci s'est-il retourné pour lui parler que la scène a basculé. Steve a redémarré en trombe. Il a foncé à toute allure, laissant Morgan seul derrière lui. Le détective, surpris, s'est tourné vers elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Morgan, sans la moindre émotion apparente, a lancé une phrase glaçante. Peut-être que Steve a fait quelque chose à Kevin. Pas une larme, pas un frisson, rien. Elle a été immédiatement conduite au poste pour être interrogée en bonne et due forme. Face aux enquêteurs, elle a commencé à tisser une nouvelle version. Elle a expliqué que Steve lui aurait déclaré sa flamme et qu'il serait prêt à tout faire pour être avec elle. Tout, même l'irréparable. Alors, quand on lui a posé la question fatidique « Croyez-vous que Steve ait fait du mal à Kevin ?» Elle n'a pas hésité une seconde. Elle a répondu, droit dans les yeux. Steve a frappé Kevin à la nuque avec une pelle. Voilà, c'était dit. Les enquêteurs l'ont laissé seul, dans une salle d'interrogatoire. Tandis qu'en coulisses, l'équipe s'activait. Ils ont tenté de géolocaliser Steve via son téléphone. Un espoir fragile, mais indispensable. Et s'ils n'ont pas retrouvé Steve tout de suite, ils ont mis la main sur quelque chose de bien plus précieux. Un élément clé, une pièce manquante, une preuve. Et cette fois, l'horreur allait sortir de terre. En analysant les communications de Steve, les enquêteurs sont tombés sur des centaines de messages échangés avec Morgan. Une correspondance dense, trop dense pour être anodine. Ils ont donc mobilisé une équipe entière pour éplucher chaque mot, chaque point d'exclamation. Et très vite, ils ont compris, ce n'était pas une banale liaison, pas un flirt d'été. Non, c'était un complot, un plan sinistre, calculé. Cette même après-midi, les enquêteurs ont découvert l'impensable. Kevin avait été la cible d'un plan macabre, orchestré par sa propre femme et son jeune amant. Leur but, l'éliminer et récupérer le business et les enfants et la tranquillité d'un nouveau départ. Dans l'un des messages, Morgan ne laissait aucun doute. Elle avait écrit noir sur blanc « Si Kevin disparaît, tu prendras les rênes de l'entreprise et nous vivrons heureux comme une vraie famille. » Oui, une vraie famille, sans le mari, sans le père, enterré, éradiqué, supprimé du tableau. Et ce rêve tordu a commencé par du thé et du poison, la première étape de leur plan, une recherche sur Internet. Morgan et Steve ont trouvé une recette pour fabriquer de la nicotine liquide concentrée, un poison discret, mortel et difficile à tracer. On disait que quelques gouttes suffisaient à tuer. Le 16 juin 2010, avant 20h, Steve était dans la cuisine de sa mère. Et là, dans le silence de cette maison banale, il préparait la mixture fatale, une concoction de nicotine liquide, un poison maison. Une fois la préparation terminée, il l'a versé dans une bouteille de thé glacé, le préféré de Kevin. Puis, sans trembler, il l'a donné à Morgan. Le lendemain matin, elle a glissé la bouteille dans la camionnette de Kevin, comme si de rien n'était, comme une épouse attentionnée, comme si elle lui préparait son déjeuner, son café, son petit mot doux. Mais en réalité, elle lui tendait la mort. Kevin a bu la première gorgée pendant son service. Il avait chaud, il avait soif, le thé était là, à portée de main, il a bu. Et Steve l'observait, de près. Le jeune amant a scruté chaque expression, chaque geste.
Il attendait, le cœur battant, l'œil aux aguets. Kevin a bu une deuxième gorgée. Rien. 2 heures ont passé. Et toujours rien. Il bossait, il marchait, il parlait, il semblait en pleine forme. Pas de vertige, pas de nausée, pas le moindre signe d'empoisonnement. Le poison avait échoué. Alors Morgan et Steve sont passés au plan B, et ce plan-là n'allait laisser aucune chance. Le 16 juin, à 10h20 passées, le plan B est entré en action, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Steve a écrit à Morgan en temps réel. « J'ai une pelle en main. J'attends juste qu'il se penche. » Et ce moment est arrivé. Kevin, concentré sur la taille des haies, s'est baissé, sans se douter que dans son dos, la mort le guettait. Steve l'a frappé violemment à la tête avec la pelle. Un coup d'une telle force que l'outil s'est brisé net. Mais Steve ne s'est pas arrêté. Il a attrapé une deuxième pelle et l'a frappé encore 2 fois. Cette deuxième pelle aussi a cédé sous la violence des coups. Il allait en chercher une troisième quand il s'est rendu compte que Kevin ne respirait plus. Alors, il a envoyé un message à Morgan. « C'est fait. » Mais elle voulait être sûre. Alors, elle l'a pressé de questions, encore et encore, jusqu'à ce qu'il lui réponde « Viens voir par toi-même. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est arrivée au garage de l'entreprise. Et selon Steve, elle a marché sur le corps sans même s'arrêter. 13 ans de mariage, balayé d'un pas. Les messages entre eux pendant ces minutes macabres donnent froid dans le dos. Elle est entrée, elle l'a embrassé et a pris le contrôle. C'est elle qui a dicté la suite. Elle lui a dit quoi faire, comment le faire. Ensemble, ils ont pris une bâche, enveloppé le corps, l'ont ficelé avec des cordes et l'ont caché dans un vieux garage de l'entreprise inutilisé. Ils ont nettoyé la scène, effacé les traces et sont repartis, comme si de rien n'était. Et le plus glaçant, c'est que selon les documents judiciaires, ils ont semblé apprécier ce moment. Morgan aurait même plaisanté en disant qu'elle pourrait devenir l'égérie de la marque de thé avec lequel ils avaient tenté d'empoisonner Kevin. 4 jours plus tard, Steve a transporté le corps jusqu'à une zone boisée, juste derrière le lycée où il avait étudié. Il y avait déjà creusé une fosse peu profonde. Il a enterré Kevin là, dans le silence des arbres, comme on jette un déchet. Pendant ce temps, Morgan continuait son petit manège. Elle avait pris le téléphone de Kevin et elle s'envoyait elle-même des messages, se faisant passer pour lui. Elle écrivait aussi à ses proches, prétendant qu'il allait bien. Mais ce qu'elle n'a pas compris, ou plutôt ce qu'elle n'a pas anticipé, c'est que la technologie ne pardonne pas. Les 2 téléphones, celui de Kevin et le sien, émettaient depuis le même endroit. Un détail qui, pour un enquêteur, vaut de l'or. Toujours au commissariat, Morgan a été confronté à cette preuve accablante. Et cette fois, les masques sont tombés. Les agents n'ont pas attendu 1 minute de plus. Elle a été arrêtée sur le champ. Grâce à la géolocalisation des téléphones des 2 complices, les autorités ont pu localiser l'endroit exact où le corps de Kevin avait été enterré. Et pendant ce temps, Steve, il avait pris la fuite. Il avait roulé jusqu'au Colorado, à bord de la camionnette de Morgan. Mais 2 jours après sa cavale, il a été interpellé. Il a refusé la procédure d'extradition, mais a ensuite accepté, volontairement, de retourner avec les forces de l'ordre en Pennsylvanie.
Dès qu'il a été sous la garde des enquêteurs, il a tout avoué, en larmes, brisé. Il a dit qu'il était désolé, qu'il regrettait, mais le mal était fait. Le dimanche 18 juillet, un hommage a été organisé pour honorer la mémoire de Kevin Mengel. La famille a demandé, au lieu de fleurs, que l'on fasse des dons pour le fonds fiduciaire créé en faveur de ses enfants. Ce jour-là, la peine a laissé place à une immense vague de solidarité. Famille, amis, voisins, clients, tout le monde est venu, pas seulement pour pleurer, mais pour agir, pour soutenir. Mercedes, Kevin et Billy, alors âgés de 12, 10 et 6 ans, ont reçu cet amour, cet élan collectif, comme un dernier cadeau de leur père, à travers tous ceux qui l'avaient aimé. Après le drame, les enfants de Kevin ont été confiés à Kathleen, leur grand-mère, et à son mari. Toute la famille s'est mobilisée autour d'eux, car il fallait affronter l'indicible. Leur père était mort, et leur mère allait disparaître à son tour, derrière les barreaux. Un deuil d'une violence inouïe, une double absence, un traumatisme impossible à formuler pour des enfants. Mais dans ce chaos, une chose les a aidés à tenir debout. Savoir que ceux qui avaient brisé leur monde étaient désormais emprisonnés et qu'ils allaient devoir répondre de leurs actes devant la justice. Steve, de son côté, avait accepté de témoigner contre Morgan. Mais en janvier 2012, une nouvelle a sidéré tout le monde, un retournement démentiel. Depuis sa cellule, Morgan avait continué à manipuler son ancien amant. Elle lui avait envoyé des lettres, des promesses, des mensonges, de compétition. Elle lui affirmait être enceinte de jumeaux, et pas n'importe quels jumeaux, les siens. Elle voulait qu'il croie qu'elle portait ses enfants. Elle lui a décrit le jour de l'accouchement, leur poids, la couleur de leurs yeux, leur ressemblance avec lui. Elle a même envoyé de faux certificats de naissance. Pourquoi ? Pour qu'il porte seul le fardeau du crime. Pour qu'il dise « C'est moi, elle n'a rien fait » et qu'elle puisse sortir, libre, avec les enfants fictifs sous le bras. Mais les enquêteurs ont creusé, encore, et ils ont découvert ce qu'on soupçonnait déjà. Les jumeaux n'avaient jamais existé. Encore une invention, encore une manipulation. Et cette fois, Steve a ouvert les yeux. Il a décidé de coopérer totalement. Lors du procès de Morgan, il est devenu le témoin clé de l'accusation. Il a tout révélé, leur liaison secrète, les messages constants de Morgan, le plan d'empoisonnement de Kevin à la nicotine liquide, plan qui a échoué, puis le passage à l'acte. Il a décrit en détail le meurtre avec une pelle, le corps enveloppé et enterré derrière un ancien lycée. Les textos échangés entre eux avant, pendant et après le crime ont permis aux enquêteurs de reconstruire les faits. Le meurtre s'est déroulé le 17 juin 2010 dans l'entreprise de jardinage de Kevin, un lieu symbolisant à la base la stabilité familiale. Après le crime, Morgan a tenté de manipuler la réalité. Messages, emails, publications sur les réseaux sociaux, tout était mis en œuvre pour faire croire à une disparition volontaire. Elle a même essayé de convaincre Steve qu'elle avait eu des jumeaux de lui pour qu'il assume seul le meurtre. Mais en février 2012, le procès a été annulé en raison du témoignage inapproprié d'un policier. Ce dernier avait rapporté une conversation avec le père de Morgan.
qui avait décrit sa fille comme une personne odieuse. Cette déclaration a contaminé le jury, rendant le procès inéquitable. Finalement, un nouveau procès s'est tenu. Le 5 février 2013, Morgan Mengel a plaidé coupable de meurtre au premier et au troisième degré, de conspiration et de possession d'instruments criminels. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité, plus 20 ans de liberté conditionnelle. Sans un regard pour la famille de Kevin, elle a laissé son avocat lire une déclaration exprimant des regrets. Stephen Chappell, quant à lui, a plaidé coupable le 11 février. Il a été condamné à une peine de 40 à 80 ans de prison. Ému, il a reconnu que rien ne pourrait réparer ce qu'il avait fait. Le procureur a souligné qu'il avait été manipulé par Morgan, qu'il a qualifié de prédatrice. Il a dit, littéralement, « Il tenait la pelle », mais c'est Morgan qui tenait les ficelles. Elle l'a manipulé, séduit, exploité, parce qu'elle haïssait son mari. Elle voulait s'en débarrasser, gérer l'entreprise seule, éviter un divorce et fuir une guerre de garde pour les enfants. Et même derrière les barreaux, Steve a continué à chercher l'amour. En 2023, il a publié une annonce depuis sa cellule. Il se décrivait comme introverti, équilibré, un peu névrosé et très curieux. Il disait que l'art, la musique, les chiens et la lecture l'aidaient à rester sain d'esprit. Et il cherchait une compagne. Pour l'aventure, rien que ça. Morgan, quant à elle, on ne sait pas grand-chose de sa vie actuelle. Son monde, c'est désormais celui des barreaux, et derrière ces murs, elle est tombée dans l'oubli. Mais à West Goshen, en Pennsylvanie, considérée pourtant comme l'une des villes les plus sûres du pays, le souvenir reste. Le souvenir d'une famille brisée par la trahison, les mensonges et l'ambition morbide d'une femme prête à tout, même au meurtre. Et maintenant que vous connaissez toute l'histoire, dites-moi, les proches de Kevin auraient-ils pu empêcher cette tragédie ? Steve a-t-il vraiment été manipulé ou savait-il parfaitement ce qu'il faisait ? Laissez-moi votre avis en commentaire. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.